En quelques décennies, la France a changé. Elle est aujourd'hui une nation multiple et divisée. La France serait devenue l'archipel français. C'est la thèse du politologue Jérôme Fourquet. Il est l'invité du Grand Angle. Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur TV5 Monde. Vous êtes l'un des meilleurs analystes politiques en France. Vous dirigez le département opinion du célèbre institut de sondage IFOP. Et vous venez donc de publier L'archipel français, sous-titré Naissance d'une nation multiple et divisée. C'est aux éditions du Seuil. Votre livre a d'ailleurs obtenu, il faut le signaler, il y a quelques jours, le prix du livre politique 2019. Alors, le point de départ, ce qui vous a donné l'idée de ce livre, c'est la victoire, je crois, d'Emmanuel Macron à la présidentielle de 2017. Voilà, la victoire d'Emmanuel Macron et la configuration du second tour où ni la gauche classique ni la droite traditionnelle n'étaient présentes. Donc on a eu un double 21 avril 2002 en 2017 avec les deux forces classiques qui ont été éliminées à l'issue du premier tour et puis le Front National Marine Le Pen présent et un candidat Emmanuel Macron inconnu des Français quelques mois ou années avant, qui fédère un large centre. Et là, vous vous êtes dit, il se passe quelque chose dans la société française. Et on regardait également les résultats, mais aussi les cartes électorales, où on ne reconnaissait plus, on ne retrouvait plus les repères d'antan. Et on s'est dit, voilà, il y a sans doute, manifestement, une tectonique des plaques qui s'est mise en branle, sans doute depuis longtemps, et qui aboutit à ce résultat-là. Évidemment, parce que la transformation de la société française ne date pas de 2017. Pas du tout. Ouais. Et donc, on a fait l'hypothèse que 2017 et ce qui a suivi a été une mise en conformité du paysage électoral avec une nouvelle réalité sociale, économique et culturelle, voire démographique du pays. Alors on va en parler, mais d'abord un mot sur le titre. Archipel, c'est le titre de votre livre. L'archipel, vous le dites vous-même, c'est un ensemble d'îles plus ou moins éloignées les unes des autres, ce qui veut dire que la France est devenue aujourd'hui des îles qui vivent à l'écart les unes des autres. Oui, en partie, on a des groupes comme ça qui, alors, dans un archipel, il y a des liens, il y a des connexions entre les îles et les îlots, mais chacun a son autonomie, chacun développe aussi parfois une culture un peu spécifique, et donc c'est ça dont on a voulu rendre compte au travers de cet ouvrage. Alors dans le deuxième chapitre, je crois, de votre livre, vous consacrez justement à une analyse de l'évolution des mariages, des questions d'éthique, de la sexualité, des tatouages, de l'incinération, donc du rapport à la mort, de l'archipel des catholiques, justement, qui sont devenus très minoritaires en France. Tout ça, ce serait, selon vous, les marqueurs de ce que vous appelez un basculement anthropologique de la France. Alors effectivement, le point de départ, c'est la matrice catholique qui a structuré la société française sur le long cours, dans toute notre histoire. Le rapport au corps, le rapport à la nature, les relations entre hommes et femmes, la sexualité, tout ça a été codifié par cette religion catholique. Nous ne sommes pas les premiers, bien évidemment, à faire le constat d'une déchristianisation très avancée de la société française, mais on peut faire l'hypothèse que nous sommes aujourd'hui, et le constat que nous sommes aujourd'hui au stade terminal de cette déchristianisation. Il reste des catholiques en France, mais ils sont très très minoritaires. Une île parmi d'autres. Vous aviez écrit un livre d'ailleurs là-dessus il y a quelques années. Et donc la prise de conscience de leur statut de minoritaire les a fait sortir du bois, si vous me permettez l'expression. Et donc à côté de cette déchristianisation en termes de pratiques religieuses, eh bien, on voit que c'est les soubassements même de cette matrice catholique qui sont en train de se disloquer. Alors on peut prendre quelques exemples. Les préférences des Français ou les choix des Français en matière d'obsèques. On est depuis quelques années majoritairement à préférer des incinérations aux enterrements, qui ont été la règle pendant des centaines et des centaines d'années. On peut parler du rapport à l'homosexualité qui s'est considérablement décrispé en une trentaine d'années seulement. Et on sait, et on le voit encore dans les affaires récentes, c'était un tabou absolu dans la culture catholique. On voit également le développement tout à fait spectaculaire en seulement 25 ou 30 ans des naissances hors mariage. 10% des enfants qui naissent dans les années 80 sont des naissances hors mariage. On est à 60% aujourd'hui. Donc c'est tous ces repères-là, tous ces fondamentaux qui se sont disloqués sous l'effet de la déchristianisation de la société française. Alors justement, en termes de pratiques religieuses, on peut dire que la religion musulmane est aujourd'hui plus importante en France que la religion catholique. Alors je ne pense pas qu'on en soit encore arrivé là. On doit être sur des choses qui sont assez équivalentes. On a aujourd'hui... alors il faut voir comment on mesure les choses. Pour ce qui est des pratiquants réguliers, ceux qui vont tous les dimanches à la messe, on est aujourd'hui à 5 ou 6% de la population française. Ça fait quoi Alors ça fait 3-4 millions de personnes. C'est à peu près ce qu'on estime être le nombre de musulmans, parfois même plus. Alors on est à peu près sur ces ordres de grandeur-là également, et on donne comme point de repère 35% de Français qui allaient à la messe tous les dimanches ou plus en 1960.
Donc on voit la vitesse avec laquelle en 2 générations... Oui, tous les phénomènes que vous décrivez vont très rapidement. Voilà, c'est en quelques décennies, 2 générations, que tout cela s'est produit. Alors, il y en a un autre aussi qui est très important, c'est les prénoms, le choix des prénoms en France. D'abord, ces prénoms sont de plus en plus nombreux, de plus en plus différents. Voilà. Et avec près de 19% aujourd'hui, 18,8% en 2016, je crois, c'est les derniers chiffres que vous disposez, des prénoms d'origine arabo-musulmane. C'est un chiffre qui vous a surpris? Alors oui, tout à fait. Alors, il faut distinguer 2 choses. D'abord, le nombre de prénoms utilisés. On fonctionnait en France jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec un stock de 2000 prénoms. C'était codifié par une loi qui datait de Napoléon. On ne prenait que les prénoms du calendrier, plus quelques extensions. Et avec Marie qui arrivait en tête de... Alors Marie arrivait en tête. En 1900, c'est une petite fille sur 5 qui naît cette année-là qui s'appelle Marie. On est à moins d'1% aujourd'hui. Donc ces prénoms, cette palette s'est considérablement élargie. On est à 13 000 prénoms différents ces dernières années. Dans les années 90, c'était beaucoup des prénoms anglo-saxons. Alors, il y a une vogue très forte pour les prénoms anglo-saxons. Et puis après, quand on regarde non plus le nombre de prénoms, mais le nombre de naissances, on est effectivement sur les dernières années à un chiffre de 18,5% d'enfants, des garçons, là on a pris les garçons, qui naissent et à qui on va donner un prénom arabo-musulman, ce qui montre que nous sommes de facto entrés dans une société multiculturelle. Ce qui veut dire qu'il y a 18% ou 19% d'arabo-musulmans en France, ou ça ne veut pas dire ça? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il y a 18% des naissances en 2016 ou 2017 qui portent ce type de prénom. Alors, ces prénoms, ils sont quasiment exclusivement donnés par des familles qui se rattachent à cette immigration-là. Mais ce n'est pas 18% de la population, c'est 18%, par contre, de la France de demain. Si on projette les courbes, on voit que nous sommes déjà dans une société multiculturelle et qu'elle le sera bien davantage à horizon 25 ans. Mais est-ce que le choix de ces prénoms musulmans dit quelque chose sur l'intégration en France de ces populations issues de l'immigration? Alors, ce qui est tout à fait frappant, c'est 2 choses. C'est d'une part que quand on regarde d'autres immigrations dans le passé, je pense notamment à l'immigration polonaise dans le Pas-de-Calais, en l'espace de 25 ans, on n'a plus trace de prénoms polonais à l'état civil. Ce qui veut dire que les enfants ou les petits-enfants de ces Polonais ont pris des prénoms français? Alors, les petits-enfants, c'est-à-dire qu'en l'espace d'une génération, l'assimilation, parce que là, à l'époque, c'était une assimilation, des mariages mixtes et des prénoms qui sont français. Manifestement, ce choix, cette option-là, n'est pas du tout privilégiée pour l'immigration la plus récente. Et le deuxième élément qui est très frappant, c'est que ces familles expérimentent, j'allais dire quasiment au quotidien, les discriminations dans la société française dues au prénom, pour trouver un emploi, pour trouver un logement. Et pour autant, ces familles donnent massivement à leurs enfants des prénoms arabo-musulmans. Et vous en tirez quelle conclusion? Alors il y a plusieurs éléments de réponse. Un attachement qu'on peut qualifier de légitime à une culture d'origine, une culture familiale. On peut aussi y voir ce que le sociologue Irving Goffman appelait un retournement de stigmate, en disant nous sommes discriminés en tant qu'Arabes, en tant que musulmans, en tant que Maghrébins, et donc nous allons assumer cette identité aussi en donnant ces prénoms. Même si nous sommes aujourd'hui français? Même si nous sommes français, puisqu'on rappelle que, par exemple, le policier qui était abattu en défendant les bureaux de Charlie Hebdo s'appelait Ahmed Merabet, et que les 3 premières victimes de Mohamed Merah à Toulouse étaient des parachutistes français d'origine maghrébine. Jérôme Pourquet, est-ce que vous ne redoutez pas que votre livre, après tout ce que vous venez de dire, soit récupéré par l'extrême droite sur le mode, on vous l'avait bien dit? Alors, mais on rappelle justement que porter un prénom de ce type n'allège en rien de l'appartenance à la communauté nationale et que beaucoup de ces personnes ont payé le prix du sang, premièrement. Et deuxièmement, nous, notre travail, c'est d'essayer d'avoir une photographie la plus objective possible et de poser les éléments dans le débat. Et on ajoutera en codicile qu'on a le sentiment que pendant longtemps, un certain nombre de sujets n'ont pas été abordés de peur justement d'être instrumentalisé, et ce qui, de notre point de vue, a contribué à fabriquer un effet pervers en disant, voilà, on ne nous donne pas les chiffres, et donc il y a une manipulation derrière tout ça. Donc nous, on pose les éléments de manière la plus neutre, la plus objective possible sur la table. Vous avez l'impression que c'est une photographie honnête, juste de la France d'aujourd'hui. C'était notre ambition et notre volonté. Et bien justement, à ce propos-là, est-ce que vous seriez favorable à la mise en place de statistiques ethniques en France, comme ça se fait dans les pays anglo-saxons? Et moi, je pense qu'à partir du moment où on a une société qui est de facto multiculturelle, avec 18% de la France de demain qui se rattache à l'immigration arabo-musulmane, alors cette population n'est pas d'un bloc. On a de l'Afrique subsaharienne, le Maghreb, avec des différences au sein du Maghreb. On a la communauté turque également. Donc il faut pas... À partir du moment où on est sur des volumes tels, à partir du moment où on a des effets de discrimination, on a des effets de ghettoisation, puisque ces proportions sont bien plus importantes. Par exemple, dans un département comme la Seine-Saint-Denis, on a 43% des naissances
avec un prénom arabo-musulman. Donc, à partir du moment où on a tous ces phénomènes sociologiques qui se développent et qui posent problème, les discriminations, ghettoisation, je pense qu'il faut, même si on, justement, si on veut lutter contre ces discriminations, il faut objectiver les phénomènes. Et donc, ça peut passer, sans doute, par une réflexion sur cette statistique ethnique. Pourquoi est-ce que ces statistiques ethniques restent un tabou en France? Alors, parce que la France est attachée à son histoire, à son ADN, qui est une nation jacobine, unitaire, homogène, et qui avait vocation à l'universel. Et on était très fiers de notre modèle d'assimilation. Or, on constate objectivement que les données du problème ont considérablement évolué en une quarantaine ou une cinquantaine d'années, et que sans doute, modestement, on peut apporter l'idée que l'appareil statistique doit être adapté pour tenir compte de cette réalité nouvelle. Encore une question sur le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous avez l'impression justement que c'est l'expression de cet archipel français? Alors c'est une des traductions de cet archipel français, au moins on peut prendre 3 niveaux d'analyse. Les fractures géographiques, c'est la France de l'étalement urbain, c'est la France de la dépendance au diesel qui s'est mobilisée sur les ronds-points, pendant que la France des métropoles, de ses fenêtres, regardait les gens défiler. Autre ligne de fracture, on le voit nous dans nos enquêtes, le niveau éducatif, un niveau de diplôme. La France des diplômés ne s'est pas du tout reconnue dans le mouvement des Gilets jaunes, quand la France moins diplômée, qui est reconnue bien davantage. Et puis on a une 3e ligne de fracture. Si on s'en tient uniquement aux éléments socio-économiques, on revient sur, par exemple, la Seine-Saint-Denis, les plus modestes, dans ces quartiers, auraient dû, normalement, sur une lecture uniquement économique, se rallier à ce mouvement. Or, les banlieues, on l'a vu, objectivement, n'ont été très peu représentées dans ce mouvement des Gilets jaunes. Donc ça montre aussi que dans les milieux populaires, on a aussi des lignes de faille entre la France périurbaine et la France des banlieues. Il y a plein de choses dans votre livre qui est passionnant. Vous parlez aussi, par exemple, du clivage gauche-droite qui aurait disparu, qui était en tout cas ou en voie de disparition en France. Il devient second. Oui, c'est un clivage plutôt vertical avec les élites, parce qu'il y a plusieurs types d'élites, et puis le reste de la population. Mais pourquoi la gauche a tant de mal à répondre à cette crise sociale que vous décrivez dans le livre aussi? Et parce que ces bases se sont profondément disloquées. Regardez comment le PS s'est effondré sur lui-même sous les assauts d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon, qui aujourd'hui a toutes les difficultés à réexister. Il y a toute une série de thématiques qui structurent aujourd'hui le débat public, qui sont plus pris en compte par le logiciel développé par la... Un dernier mot, la fragmentation de la France que vous décrivez, vous la croyez irréversible? La France peut encore faire nation? Alors, elle peut sans doute encore faire nation, mais il va falloir inventer un ciment très puissant pour essayer de recoller ces îles et ces îlots. Et ça, on ne le voit pas. Où se trouve ce ciment? Il n'est pas forcément encore en magasin. On peut faire le pari ou le souhait que, par exemple, la thématique de la mobilisation globale contre le réchauffement climatique, par exemple, pourrait donner un référent commun, un ciment et un horizon qui pourrait fédérer un certain nombre de groupes de la société française. Et rassembler les îlots. Merci Jérôme Fourquet. Merci à vous. L'archipel français, donc aux éditions du Seuil. Merci beaucoup. Merci.